Mesdames et messieurs, vous voyez beaucoup d'amis dans cette salle, beaucoup de personnes à qui j'ai envie de parler. Et donc, je suis particulièrement heureuse de pouvoir clôturer cette session. Malgré mon emploi du temps, j'y tenais, et je tenais en particulier à être là pour Monsieur Pascal Jacob. Et vous dire que le combat que vous avez mené, que vous menez toujours avec cette énergie extraordinaire qu'on vous connaît, c'est un combat qui nous oblige tous. Je tenais à être présente parce que ce colloque pose très clairement la question de l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables. Et cette question ne devrait pas se poser dans un pays qui se pique d'égalité et de démocratie. Et pourtant, les refus, les renoncements aux soins sont des réalités bien concrètes qui, et je pèse mes mots, représentent une vraie défaite collective. L'heure ne doit pas être à la seule sollicitude, parce que l'on sait qu'elle est souvent suivie d'un vrai cynisme. L'heure doit être à l'action, parce que l'accès aux soins des personnes vulnérables est autant une question de principe que de santé publique, et il en va de ma responsabilité de ministre des Solidarités et de la Santé. Les cadres structurants de l'action sont d'ores et déjà posés. La stratégie nationale de santé 2018-2022, qui fait notamment de la prévention une priorité, affirme et précise cette ambition pour les personnes handicapées. Elle est systématiquement relayée sur les territoires via les projets régionaux de santé. Cette ambition, elle se décline autour de deux grands axes. Prévenir la survenue et l'aggravation des handicaps tout au long de la vie, et faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Pardon. S'agissant du premier axe, tout le monde, sans exception, doit pouvoir bénéficier des actions de prévention et de promotion de la santé que nous portons. Le plan Priorité Prévention, présenté en comité interministériel pour la santé en mars 2018, a inscrit dans ses priorités une meilleure prise en compte des besoins de santé des personnes en situation de handicap, accompagnés par des établissements et services médico-sociaux. L'une des nouvelles mesures annoncées dans ce cadre vise par exemple à faciliter l'accès au dépistage organisé des cancers pour les personnes en situation de handicap hébergées en établissement médico-social. Dorénavant, ces actions seront financées conformément au droit commun et non plus imputées sur le budget des établissements. S'agissant du deuxième axe relatif à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, et en premier lieu leur accès financier, je rappellerai les mesures fortes déjà intervenues ou en cours de déploiement. Les personnes en situation de handicap bénéficient évidemment, comme tous les Français, du 100% santé, et elles peuvent désormais disposer d'un accès simplifié aux lunettes, aux soins dentaires et aux aides auditives. Je pense aussi à la fusion de l'aide à la complémentaire santé, la CS, avec la couverture maladie universelle complémentaire, la CMUC, qui va être effective au 1er novembre, qui va s'appeler la complémentaire santé solidaire et qui va s'accompagner d'un service de téléservice. C'est une mesure forte de simplification qui va garantir une meilleure couverture des soins pour les usagers handicapés les plus modestes. Elle concernera largement les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Avec ce dispositif, ils auront accès à une couverture très large de leurs besoins de santé sans reste à charge. Par exemple, des fauteuils roulants à propulsion manuelle et électrique, des dispositifs compressifs pour les grands brûlés ou encore des orthèses pour appareillage du genou. Mais il ne suffit pas d'ouvrir des droits, encore faut-il que les personnes concernées les sollicitent. Pour cela, il faut aller vers les publics. C'est pourquoi je me réjouis du déploiement effectif sur tout le territoire national des plateformes d'intervention départementales pour l'accès aux soins et à la santé, pour repérer les bénéficiaires potentiels et les aider à faire valoir leurs droits. Enfin, des incertitudes pèsent sur les soins et les prestations financés par les budgets des établissements et services médico-sociaux, et ceux financés en ville ou à l'hôpital.
Ces incertitudes conduisent encore trop souvent à des différences de traitement selon les territoires. Nous disposerons prochainement des conclusions de la mission que Sophie Cluzel et moi avons confiée à Philippe de Normandie sur le panier de soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux, qui doit nous permettre de clarifier la répartition de la charge financière de soins des résidents. Je sais d'ores et déjà que les premiers constats sont ceux d'une réglementation obsolète qui ne répond plus aux nécessités du parcours de vie inclusif des personnes en situation de handicap. Tout se passe comme si une personne en situation de handicap ne pouvait pas être un malade pris en charge comme n'importe quel patient. La société inclusive que nous voulons construire restera un vœu pieux si le système de santé lui-même ne s'est pas montré la voie. C'est pourquoi les propositions qui seront formulées ne se limiteront pas à des ajustements tarifaires. Il faut un vrai changement de modèle pour assurer une fluidité et une accessibilité du parcours de santé, pour renforcer la prévention en allant vers les publics vulnérables. Cette mission, je cherche Philippe de Normandie, doit enfin nous permettre demain de clarifier la répartition de la charge financière de soins des résidents. En conséquence, ce qui relève de la maladie, quelle qu'elle soit, devrait être pris en charge par l'ONDAM de ville ou l'ONDAM hospitalier. A contrario, ce qui relève des autres postes de dépenses, je pense par exemple à l'accompagnement à l'autonomie, doit être pris en charge sur le budget des établissements sociaux ou médico-sociaux. Notre objectif doit être de ramener les personnes en situation de handicap dans le parcours de soins qui ne font pas de l'hôpital le seul et unique horizon. Ces mesures vous seront détaillées prochainement, mais elles sont porteuses de transformations aussi importantes qu'attendues. Et je serai très attentive à ce que ces travaux s'accompagnent de changements rapides, mais surtout de changements concrets sur le terrain. Je pense aussi au travail qu'il nous faut conduire dans le cadre de la prochaine conférence nationale du handicap pour engager le travail de révision du référentiel des aides techniques et permettre donc de reformuler des propositions pour garantir à tous l'accès et une qualité d'usage de ces aides. Comme l'a souhaité Sophie Cluzel, une mission nationale sera constituée pour que des réponses concrètes soient apportées sur les aides techniques, sujet essentiel pour le quotidien des personnes. Le PLFSS 2020 devrait, là aussi, apporter des avancées très concrètes en modifiant les conditions de prise en charge de certains produits et de certaines prestations afin de diminuer le reste à charge des patients. Ces nouvelles dispositions seront notamment utiles pour faire évoluer les modalités de prise en charge des fauteuils roulants. Les prix actuels de vente de ces fauteuils sont dans plusieurs cas nettement supérieurs à ceux observés dans d'autres pays européens. Cela peut conduire, et souvent conduit, à des restes à charge importants et à de très longs délais avant l'accès effectif à un fauteuil roulant. Mais l'obstacle aux soins n'est pas que financier. Il tient aussi et très largement à la difficulté pour les personnes en situation de handicap d'accéder à l'offre elle-même proposée par les professionnels et les services et les établissements de santé. Il nous faut rendre accessible aux personnes en situation de handicap l'ensemble de notre système de santé de droit commun. La mise en œuvre de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui a été votée en juillet 2016 va y contribuer avec toute une série de mesures qui permettront de mieux structurer l'offre de soins dans les territoires. Elles profiteront pleinement aux personnes en situation de handicap. De la même manière, les futurs projets territoriaux de santé mentale devront intégrer la prise en compte de la santé somatique des personnes souffrant de troubles psychiques, dont Handifaction a confirmé que ces personnes étaient parmi les publics les plus exposés aux difficultés d'accès aux soins. S'il faut favoriser et rendre effectif l'accès des personnes handicapées au droit commun du système de soins, l'organisation et le déploiement d'un réseau de consultations dédiées restent néanmoins nécessaires, notamment, on le sait, pour des situations particulièrement complexes. Un état des lieux des dispositifs de consultation dédiés aux personnes en situation de handicap sera fait cette année et des crédits complémentaires sont prévus dans le cadre du Fonds d'intervention régional, le FIR, en fonction des besoins identifiés par chaque ARS. L'objectif est bien de renforcer la mise en place de ces dispositifs dans les régions.
Mais il nous faut avant tout mobiliser les acteurs du soin et pour cela renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé aux problématiques du handicap, qu'il s'agisse des étudiants en médecine, mais aussi de tous les professionnels de santé. La formation initiale des médecins intègre désormais la capacité de l'interne à intégrer la thématique du handicap dans sa pratique. En matière de développement professionnel continu, l'arrêté du 1er août dernier prévoit une orientation prioritaire sur la prise en compte des spécificités de la prise en charge des patients en situation de handicap. L'instruction relative à la formation continue des professionnels de santé pour 2020, en cours de validation, prévoit par ailleurs de prioriser la santé bucco-dentaire des enfants en situation de handicap. Nous allons donc poursuivre et amplifier le développement de ces formations. Nous devons aussi rendre effective l'application par les établissements de santé des bonnes pratiques professionnelles visant les personnes en situation de handicap. Les établissements de santé doivent s'emparer, s'ils ne l'ont déjà fait, les recommandations du guide d'amélioration des pratiques professionnelles de la HAS, publié en juillet 2017, sur l'accueil, l'accompagnement et l'organisation des soins en établissement de santé pour les personnes souffrant de handicap. Elles sont inspirées, ces recommandations, de la charte Romain-Jacob. Et ces recommandations, nous le savons, visent à améliorer la qualité de la prise en charge des parcours en prenant en compte l'efficacité clinique et l'expérience des patients. Je me réjouis donc que la certification 2020 pour les établissements de santé, actuellement en cours d'élaboration par la HAS, intègre désormais la recommandation sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et il nous faut enfin développer, et je dirais que c'est la suite logique de tout ce que je viens d'annoncer, une évaluation de l'accès effectif aux soins, appuyée sur des indicateurs pertinents, notamment des indicateurs de satisfaction des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Conformément aux recommandations du rapport de Normandie-Cornu-Pochet, c'est d'abord et fondamentalement la satisfaction du besoin de la personne handicapée qui doit être l'étalon de la pertinence, de la qualité et de l'efficacité de l'offre de soins à laquelle la personne peut avoir accès. Sur ce point, je me réjouis qu'ait été intégré pour la mise en œuvre de la nouvelle génération des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens État-ARS 2019-2023, un indicateur d'accès aux soins des personnes handicapées directement inspiré des données d'handifaction. Le prochain comité interministériel du handicap et la conférence nationale du handicap permettront de dresser un bilan plus approfondi des actions réalisées que je viens d'évoquer et surtout de fixer un nouvel horizon aux actions à poursuivre ou à engager. Mais d'ores et déjà, nous devons renforcer notre mobilisation collective autour de 4 enjeux majeurs. Premier enjeu, c'est de mieux connaître la réalité de l'accès aux soins et des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Et je souhaite à ce titre que l'outil handifaction, sous des conditions qu'il nous appartiendra de déterminer ensemble, soit généralisé dans tous les établissements de santé. J'ai demandé à la Direction générale de l'offre de soins et à la Haute Autorité de santé de me faire des propositions en ce sens. C'est un outil concret, pragmatique, porteur de sens et qui permet aux établissements de santé d'attester de la place accordée à l'accueil et à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Le deuxième enjeu, c'est de faire des personnes en situation de handicap les premiers acteurs de leur santé. Il n'y aura pas de progrès significatif possible, en effet, sans la participation active des personnes elles-mêmes. Le troisième enjeu, c'est de sensibiliser et mobiliser des acteurs du soin dès leur formation initiale aux problématiques du handicap. Sans changement de regard et des mentalités de ces professionnels, il ne pourra pas y avoir d'évolution concrète et durable pour un système de santé réellement universel. Le quatrième et dernier enjeu, c'est de coordonner l'ensemble de ces acteurs, médecine de ville, établissements hospitaliers, établissements médico-sociaux, autour d'un parcours de soins cohérent et intégré de la personne handicapée. Ces 4 enjeux sont précisément ceux qui vous ont rassemblés aujourd'hui dans ce colloque. Aussi, je veux remercier toutes celles et ceux qui se sont investis pour faire de cette journée une grande réussite et une contribution qui marquera
et inspirera le plan d'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, le regard sur le handicap change et nous pouvons tous nous en féliciter. Ce changement de regard est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il doit désormais s'accompagner de changements concrets dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et un cap doit être franchi avec le système de santé. Ce cap sera franchi dans les semaines et les mois qui viennent en allant vers les personnes en situation de handicap et en les ramenant vers un système de santé devenu inclusif, accessible, en un mot, vers un système de santé en phase avec la société du XXIe siècle, en phase avec l'universalité de notre protection sociale à laquelle nous sommes tous très attachés. Je vous remercie.